Malgré ce qu'on pourrait penser, chez Coca-Cola, le cœur du réacteur, en tout cas dans les pays, ce n'est pas le marketing, c'est vraiment la vente. C'est une marque, une société qui est vraiment fondée sur les métiers de vente. Quand on est leader, on ne peut pas regarder un compétiteur souvent qui fait 2-3 fois moins de chiffre d'affaires que nous et se dire on va faire pareil. On se doit au final d'inventer le futur, de pousser. Et quand je regarde le passé, ça prouve que la vente, en tout cas chez Coca-Cola, n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'un système. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Johan Martin, directeur national des ventes de Coca-Cola France. Coca-Cola, ce n'est pas juste une boisson et cette marque ultra connue que nous connaissons tous. C'est aussi 2500 employés en France, dont 800 qui sont consacrés à la vente puisque Coca-Cola, tenez-vous bien, compte un peu plus de 300 000 clients professionnels. Et donc avec ces 800 vendeurs, Coca-Cola est la force de vente la plus importante de l'agroalimentaire en France. Pour nous parler de leur organisation et nous livrer quelques recettes secrètes de leurs succès commerciaux, on a la chance aujourd'hui de profiter de la présence de Johan Martin. Bonjour Johan, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci de m'accueillir. Eh ben avec plaisir, on est ravis de te recevoir dans Vive la Vente. Alors Johan, au programme de cet épisode, on va parler d'organisation commerciale, de comment rester à la fois très organisé et agile, avec de bonnes méthodes de vente, mais aussi des bons réflexes quand on est 800. On va parler également de comment on fait pour rester les meilleurs quand on a beaucoup de compétiteurs. Et enfin, on va parler de consistance et d'uniformité en management. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record et comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Oui, alors par définition, je ne suis pas tombé dans la vente petit. J'ai commencé sur des métiers commerciaux il y a environ 5-6 ans chez Coca-Cola. Ok. En fait, j'ai commencé mon parcours après une école de commerce, pas dans le commerce, j'ai commencé dans le conseil en stratégie. Okay. J'ai fait 7 ans et après je suis allé chez Coca-Cola pour m'occuper de la stratégie pour la France. Puis justement sur des métiers commerciaux donc depuis 2016. Ok, et qu'est-ce qui t'a amené à devenir sales chez Coca-Cola finalement ? Alors, malgré ce qu'on pourrait penser, chez Coca-Cola, le cœur du réacteur, en tout cas dans les pays, ce n'est pas le marketing, c'est vraiment la vente. C'est une marque, une société qui est vraiment fondée sur les métiers de vente. Donc déjà ça, c'est un élément de réponse, c'est pour on va dire évoluer chez Coca-Cola, c'est presque un passage obligé. Okay. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans les relations humaines qu'on peut avoir au travers de ce métier, sur l'aspect aussi très opérationnel par rapport à ce que j'ai fait avant et par ailleurs. Ok. Et pour bien comprendre, parce que au cours de ta carrière, tu as donc commencé par le conseil en stratégie en finance. Comment ça a façonné ton approche de la vente au départ et qu'est-ce qui a été le plus utile et le moins utile d'ailleurs lors de ton passé de commercial ? Alors ce qui est utile quand on fait du conseil, c'est le côté rationnel, c'est le côté structuré, c'est le côté aussi de pouvoir faire la synthèse au final sur des fois des injonctions contradictoires, hein, c'est ça aussi, créer une stratégie. Donc ça m'a aidé et ça m'aide toujours dans le métier de commercial. Après, ce qui m'a le moins aidé au final, c'est le côté justement rationnel, mais pas relationnel, pas humain. Okay. Et c'est d'ailleurs lors d'une mission que j'ai réalisée pour un grand distributeur en France sur les achats, donc pas sur la vente, mais de l'autre côté, où tu t'aperçois que même si tu achètes pour des milliards d'euros, le côté rationnel est important. Mais au-delà du côté rationnel, il y a le côté relationnel, il y a le côté humain, il y a le côté consistance au travers des années de la relation. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, que j'ai dû développer, on va dire, suite à ce premier passage et que justement Coca-Cola et l'ensemble des managers que j'ai eus m'ont aidé à accomplir. Ok, et top. Alors, je pense qu'en à peu près 40 épisodes, on a dû avoir
au moins 5 ou 6 anciens auditeurs ou vraiment invités, en tout cas qui étaient passés par la finance. Comment t'expliques qu'on passe de la finance à la vente ? Déjà, le conseil en stratégie, c'est vrai que souvent on le met côté finance, c'est pas que de la finance, encore une fois, hein, c'est la compréhension de l'ensemble des facteurs, ça peut être du marketing, ça peut être également du commercial, mais du conseil. Voilà. Et la réponse à la question, c'est, je pense qu'à un moment donné, quand on fait du conseil en stratégie, on voit qu'on est limité, qu'on est en train de se dire où est-ce qu'il faut aller, des fois un peu comment est-ce qu'il faut y aller, mais au final c'est pas vous qui êtes acteur justement de la chose, qui êtes faiseur, et donc c'est vraiment ça qui, je pense, intéresse beaucoup de personnes qui ont fait du conseil, c'est comment on arrive de l'autre côté du Rubicon, comment on arrive nous-mêmes à mettre en place au final la stratégie des fois qu'on a définie. Ok, et alors est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta plus belle vente ? Ou alors peut-être celle qui a été le plus difficile et celle qui a été la plus difficile et qui a abouti par un succès. Alors la première vente est au final ma meilleure. Je suis arrivé donc sur le métier de commercial en 2016. Je m'occupais des fast-food pour donc on appelle ça les quick service restaurants pour Coca-Cola. Et pourquoi c'est peut-être parce que c'est ma première, mais au final on a eu un gros succès d'un prospect donc quelqu'un qui vendait des marques concurrentes, exclusivement des marques concurrentes, qu'on a réussi à convaincre de distribuer nos produits. Donc c'est une bonne vente parce qu'au final ça a réussi, mais au-delà de ça c'est une bonne vente parce que ça prouve, et quand je regarde le passé, ça prouve que la vente, en tout cas chez Coca-Cola, n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'un système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vend effectivement via le commercial, mais également via le marketing, via des équipes techniques qui installent aussi des équipements. Et même si c'est une première fois, et même si on peut se dire c'est bizarre d'avoir un commercial qui vient d'arriver sur un compte qui peut être important, on voit que y a cette affaire d'équipe, et ça m'a laissé justement un souvenir. Je dis pas que rien n'est impossible, mais en tout cas, on commence déjà en voulant à pouvoir y arriver. Et au contraire, je pense qu'il y a quelque chose où on a changé de marque en fait sur le thé il y a maintenant 4 ans, je pense. Donc pour ceux qui connaissent, on est passé d'une marque qui s'appelait Nesti à une marque qui s'appelait Fusti. Ça a ouvert en fait l'ensemble des contrats qu'on avait avec des distributeurs, c'est-à-dire que c'est un moment donné où la concurrence pouvait s'insérer et pouvait pitcher, pouvait proposer des choses. C'est un moment donné où effectivement qui met le doute chez les clients parce qu'on change de marque, une nouvelle marque, ça peut être compliqué à appréhender. Donc on a perdu beaucoup de clients par rapport à ça et par rapport à cette marque. Donc c'est une expérience qui n'était pas forcément très positive. Ce qui est positif, c'est que depuis, on a récupéré beaucoup de clients, voire plus de clients que ce qu'on avait. Et moi, ce que j'en tire de ça, c'est qu'une vente, ça se fait pas juste sur le jour J. C'est quelque chose, une relation commerciale qui doit être au long cours. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, on perd une vente qu'il faut fermer les portes, qu'il faut fermer la discussion, et les choses se rebattent. Alors chez nous, c'est environ tous les 3 ans, mais ça peut être plus court. Et donc c'est vraiment ça aussi que j'ai appris sur cette expérience-là, c'est qu'à un moment donné, on se dit on perd beaucoup de choses, mais il faut pas baisser les bras, il faut continuer. Ok, on reviendra tout à l'heure justement sur comment est-ce qu'on réinverse la tendance quand justement une porte s'est fermée. Bon, je te demande pas de pitcher à nos auditeurs votre proposition de valeur chez Coca, mais en revanche, vous avez une offre qui est très étendue, qui se limite absolument pas à Coca comme tu viens d'en parler avec l'été. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et revenir sur vos références ? Oui. Alors, c'est vrai qu'en France, on a, pour être très clair, une gamme qui est assez courte. C'est-à-dire qu'on propose Coca-Cola, on propose également des marques de soft, qui sont Fanta, qui sont Sprite, qui sont Fusti, dont je venais de parler, des marques comme Powerade. Dans le groupe, au-delà, et c'est au-delà de mes fonctions, dans le groupe, il y a également la marque Innocent qui est distribuée. Les jus de fruits. Les jus de fruits, exactement. Mais en France, on est assez court. En fait, quand on regarde au niveau mondial, c'est un peu la vision qu'on veut avoir aussi pour la France. Coca-Cola a vraiment pour vocation à distribuer un ensemble de marques qui vont de marques alcoolisées. C'est-à-dire qu'on produit, on commercialise des marques alcoolisées ailleurs. On commercialise également des marques plus spécifiques, du lait par exemple, aux États-Unis avec Fairlife, qui est une des grosses marques de lait, des produits bio. Même des soupes au Japon. Donc voilà, on a une stratégie qui est vraiment de répondre à l'ensemble des besoins de boissons
au final que peuvent avoir les consommateurs. L'eau, c'est pareil, c'est quelque chose que je pense en France tout le monde est habitué à avoir de l'eau Danone, de l'eau Nestlé, San Pellegrino, Evian, Padoa, enfin je vais pas faire. Et il faut savoir que le groupe Coca-Cola est premier voire deuxième dans presque tous les pays dans le monde sauf 2 ou 3, dont la France où on n'a pas de proposition d'eau. Et donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que on a une gamme qui est déjà assez large en France, mais surtout on a vocation à élargir cette gamme puisque partout dans le monde au final on a une gamme qui est beaucoup plus importante. Ok, combien de produits en France exactement au catalogue ? Alors combien de produits ? Je pense qu'on a plus de 200 produits. Après les 200 produits c'est le mix entre des marques, on doit avoir plus d'une dizaine de marques. Et au final, des formats, des packs. Bien sûr. Donc, si je prends la marque Coca-Cola, vous l'avez en canette, vous l'avez en bouteille verre. Et donc, le mix des deux, la multiplication des deux arrive à peu près un peu plus de 200 SKU. Ok, super. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Si on rentre dans le détail de votre machine de vente, comment vous êtes organisé commercialement parlant chez Coca ? Donc, chez Coca-Cola Euro-Pacific Partners, donc qui est l'entité qui distribue, commercialise, fabrique les produits en France, on a 800 commerciaux comme tu le disais. Au final, on divise déjà le monde en deux. C'est-à-dire qu'on divise d'une part tout ce qui est hyper supermarché, donc les grands distributeurs que vous connaissez, et d'autre part le reste qu'on appelle le hors foyer. Donc le hors foyer, tu as des réalités qui sont diverses. Tu as le café, le bar, les boulangeries, mais également des compagnies aériennes, des stades de foot. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez large. Donc il y a des équipes qui s'occupent des deux, des équipes au central qui négocient des accords avec les grands distributeurs hyper super, et des équipes également sur le côté hyper super qui vont travailler auprès de chaque point de vente hyper super en France, environ 400 personnes. Et donc le but c'est pas de négocier la gamme puisque la gamme est négociée avant. Le but c'est de s'assurer que ce qui est négocié est mis en place, c'est d'accompagner les franchisés des distributeurs au niveau local pour faire progresser les ventes. Donc ça c'est un métier, c'est 400 personnes qui s'occupent de ça. Sur la partie GMS alors. Sur la partie GMS, exactement. Et après, moi je m'occupe de l'autre métier, donc des autres 400 personnes, 800 non 400. Les autres 400 personnes, c'est un métier qui est un peu spécifique, dans le sens où en France, le métier du hors-foyer dont je parlais tout à l'heure, il est ce qu'on appelle indirect, c'est-à-dire qu'on passe par des distributeurs pour livrer les points de vente en Coca-Cola, mais également sur les marques concurrentes. Donc au final, on a deux objectifs. On a la négociation et le suivi des distributeurs pour s'assurer pour le coup qu'ils aient nos produits avec des conditions tarifaires qui sont définies, avec des conditions promotionnelles qui sont définies. Ça c'est une chose. Et la deuxième activité, c'est auprès des points de vente finaux. Donc tu parlais des CHR, des boulangeries ou par exemple encore une fois des stades. C'est un métier plus de prospection, de prescription, puisqu'on ne vend pas directement dans le sens où on ne facture pas ces points de vente. Après, on est là justement pour les accompagner dans leur démarche et pour s'assurer au plus que possible qu'ils aient et qu'ils proposent nos produits auprès de leurs consommateurs. D'accord. Donc, si je résume, 400 personnes en GMS et 400 personnes en RHD, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et en termes de management, comment vous êtes structuré pour encadrer autant de monde ? Alors, si je prends mon équipe, et c'est la même chose côté GMS, si je prends mon équipe de 400 personnes sur le côté hors foyer, RHD, on est sur des régions. Donc, on a plusieurs régions en France. Paris en est une, ça peut être l'Ouest également qui en est une. Sur une région, il y a un directeur de région. Ensuite, il y a des managers qui couvrent plusieurs départements. Et chaque manager, au final, a deux métiers. Un métier qui est celui qu'on appelle le compte clé, qui va gérer justement les distributeurs, négocier avec eux, les suivre, et un autre métier qu'on appelle un métier de délégué commercial, qui va pour le coup aller prescrire nos marques auprès des clients finaux. D'accord, ok. En proportion, c'est combien de directeurs de régions pour combien de... Il y a 6 régions en France, et ensuite il y a une trentaine de managers sur le territoire français. D'accord, donc tu as 36 key people dans ton organisation. C'est ça. Ok, top. Alors tout à l'heure tu parlais finalement du suivi des distributeurs et du savoir-faire vendre en fait, parce que quand tu es en indirect c'est hyper stratégique. Et comment vraiment tu arrives à
à insuffler une culture du savoir-faire vendre qui est très important dans une équipe où souvent les commerciaux ils sont très orientés résultats, leur chasse, leur prospection et finalement c'est la vente directe. Là quand tu passes à un format indirect, qu'est-ce que tu cherches chez tes commerciaux et comment tu arrives à l'insuffler surtout au quotidien dans leur approche de la vente? Alors c'est une bonne question et surtout en fait il y a deux choses qui sont importantes pour nous, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs dans l'organisation commerciale. La première chose c'est qu'on est 400. Donc 400 c'est pas une équipe de 10 personnes, c'est-à-dire qu'il faut structurer les choses et quand tu parlais de prospection, de chasse, etc., c'est-à-dire qu'il faut être très clair sur le territoire de chacun. Ouais. C'est, quand je suis commercial, c'est où est mon territoire, où je peux travailler. Et d'ailleurs, ça peut être un territoire géographique, mais un territoire aussi par typologie de point de vente. Je suis pas allé dans le détail, mais il y a des personnes qui s'occupent de choses très spécifiques, des stades, tout ce qui est le monde de la nuit, où on va avoir des personnes qui sont attachées à ça. Donc déjà, c'est important de s'assurer que tout le monde soit clair de où est-ce que je peux ou je dois aller. D'accord. Ça a l'air bête comme ça, mais à un moment donné, si on n'est pas clair là-dessus de façon très précise, sur 400 personnes, ça va être compliqué. Et donc ça, on a, nous, clairement une liste de points de vente, une liste de clients pour chacun, pour qu'ils soient clairs sur cette chose-là. Et par rapport à ta question, c'est effectivement un autre sujet, c'est comment j'arrive à motiver, à animer des équipes, alors même qu'ils ne facturent pas et donc ils n'ont pas un chiffre d'affaires qu'ils suivent. Alors, la première chose, c'est comment on peut essayer de rapprocher justement cette prescription d'une vente. Ouais. Et donc, on a des outils qui permettent au final d'avoir un suivi, alors non pas des ventes, mais de ce qui peut s'approcher de volume et donc potentiellement de chiffre d'affaires. Donc, on essaie déjà de rapprocher le prescripteur d'un vendeur, déjà sur les KPIs que l'on suit et que l'on pousse. Okay. On essaie de rapprocher ce prescripteur d'un vendeur dans la démarche. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si je suis que prescripteur, on a des moyens de suivre, comme je vous ai dit, et donc tout ce qui est KPIs de rémunération va être lié également à une démarche plus de vendeur que de prescripteur. Et le dernier point qui est le plus important, c'est la synergie. C'est la synergie de ces prescripteurs pour les points de vente finaux avec justement le reste de l'organisation dont je vous parlais, qui sont les personnes, pour le coup, eux qui facturent auprès des distributeurs. Pour s'assurer qu'au final, le travail de l'un profite à l'autre et l'inverse également. Et donc, cette synergie est importante dans le sens où, encore une fois, si on regarde la masse, on parle de synergie entre 400 personnes entre elles, et donc comment on arrive, et ça c'est un sujet de communication, comment on arrive à gérer cette communication pour être sûr qu'on n'est pas en train de créer des dizaines de milliers de flux d'informations entre toutes ces personnes. Ok, hyper intéressant. On parle un peu de justement, tu as commencé à en parler, tu as parlé de distributeurs mais aussi de comptes clés. Comment ça se passe justement en termes de négociation quand on est Coca-Cola? Ouais. Alors souvent on nous demande, mais en fait vous travaillez chez Coca-Cola, pourquoi avoir un commercial? Et c'est vrai que déjà on y a répondu, il n'y a pas que la marque Coca-Cola. Donc moi mon objectif et l'objectif des équipes, c'est pas de vendre uniquement la marque Coca-Cola, c'est de vendre un ensemble de produits qui permettent à nos clients justement de maximiser leur chiffre d'affaires en répondant au mieux aux unités de besoin des consommateurs finaux. Donc un consommateur, et c'est pas ce qu'on souhaite d'ailleurs, un consommateur ne boit pas que du Coca-Cola dans la journée, va boire effectivement tout un tas de boissons sur les différents moments de la journée, que ce soit du jus le matin, que ce soit des boissons énergétiques, pourquoi pas le soir, des boissons pour le sport, etc., etc. Donc ça c'est un premier élément de réponse, c'est déjà on vend pas que du Coca-Cola et donc c'est important pour ça. Après, on négocie effectivement la présence des marques, mais on négocie au-delà de la présence le prix auquel on vend les marques. Et ça c'est quelque chose d'important pour nous, notamment dans un contexte français jusqu'à il y a peu de temps, qui était plutôt déflationniste, qui était plutôt sur une guerre des prix, notamment sur des produits qui étaient très exposés comme les nôtres. Et donc on tente d'avoir une politique commerciale qui soit la plus cohérente possible. Et donc vraiment, la négociation, c'est certes la présence des marques, mais c'est à quel prix, sur quel format également. On essaie de pousser des formats, on peut parler d'environnement par exemple, qui sont peut-être un peu plus chers, mais qui répondent au mieux aux besoins des consommateurs, mais de la société avec un grand S. Je prends par exemple les verres consignés, qui sont un bon exemple. Donc comment on arrive justement à insuffler une politique cohérente en termes de prix, mais également la deuxième chose, comment on arrive aussi avec nos clients
à travailler sur une politique commerciale avec les PAC qui soit la plus cohérente possible pour avoir une vision long terme et pour pérenniser notre chiffre d'affaires commun. Alors, ok, très bien. Maintenant, quand tu es en négociation, c'est quoi tes meilleurs conseils qu'on pourrait donner à n'importe qui pour gagner un deal? Tu te retrouves face à un acheteur un peu, on va dire, un peu froid. Tu sais qu'il a eu une réunion compliquée juste avant. Il arrive, il commence la réunion tambour battant, il veut négocier. C'est quoi tes tips? Ouais. Alors, plusieurs. Hein. Le premier, c'est que tu négocies pas juste le jour J. C'est-à-dire qu'une négociation, ça se prépare. Ça se prépare dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut comprendre la compétition, le besoin du client, etc. Bon, ça, j'ouvre des portes ouvertes. Mais ça se prépare aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut pas arriver en proposant quelque chose, en négociant, si on n'a pas insufflé des idées, des choses auprès de ce client auparavant. On peut pas arriver en faisant découvrir au client de but en blanc quels sont nos objectifs, quelles sont la vision que l'on a, etc. Donc on a un vrai travail tout au long de l'année avec l'ensemble de nos clients pour évangélisation, pour s'assurer qu'on est aligné sur une démarche commune. Okay. Et c'est que comme ça qu'on arrive à négocier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, commencer à négocier alors même que l'on n'est pas fondamentalement aligné sur là où on veut aller ensemble, c'est un peu compliqué. Et après, le deuxième conseil qui est important, c'est savoir dire non et savoir mettre également fin, malheureusement, à une négociation, le cas échéant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on appelle ça le point de rupture. C'est qu'on se fixe en interne des points de rupture où, à un moment donné, on n'ira pas au-delà. Et je pense que c'est important parce que la négociation, on peut arriver... des fois à se mettre à la place de l'autre, on peut arriver à vouloir à tout prix, c'est ce que tu disais, gagner un deal, mais dans une cohérence justement de politique commerciale, dans une vision long terme pour pas dévaloriser son propre produit, à un moment donné on se doit de fixer des limites, comme d'ailleurs l'acheteur en a sûrement, et de se dire non c'est pas possible et de le savoir. Donc c'est assez ambivalent, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut tout donner, il faut avoir envie, il faut essayer de tout casser et en même temps il faut avoir en tête qu'il faut s'arrêter et qu'à un moment donné il faut savoir dire non. Ok, bon si je résume c'est la préparation. D'ailleurs il y a une phrase qui me revient qu'on m'a beaucoup répétée, c'est qui néglige de se préparer peut se préparer à être négligé. Et quand t'as compris ça, t'as tout compris. Et le deuxième point, c'est, tu disais, savoir dire non. Alors, c'est intéressant parce que ça fait le point avec ce que tu disais au début de notre échange. Et comment tu reviens quand la porte est fermée? Parce que c'est vrai qu'en négociation, en grande distribution, c'est quelque chose de classique. Tu vois parfois des rayons qui sont vidés parce qu'on attend finalement que le fournisseur accepte une négociation où il va perdre un peu sur sa marge. Comment ça se passe justement quand tu veux revenir chez un distributeur et que la porte a été fermée il y a 2 semaines, un mois et demi? Et je pourrais prendre également l'exemple de ce qu'on vit dans le CHD où à la limite c'est encore plus flagrant dans le sens où un client, je peux prendre des clients du fast-food, McDonald's, KFC, etc. Ces clients-là choisissent, et c'est normal, uniquement une proposition. C'est-à-dire qu'ils proposent soit du Coca-Cola, soit du Pepsi, soit de l'Orangina, soit du Fanta, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt des contrats de 3 ans. Donc à un moment donné, la porte est fermée, pas pour quelques mois, mais souvent pour quelques années. Et je pense que c'est toujours le relationnel qui est important. C'est-à-dire qu'on a tendance à négliger, on va dire, un prospect une fois qu'il nous a dit non, et alors même qu'on sait que pendant 3 ans, le business ne va pas avoir lieu. Mais un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que 3 ans après, pour récupérer le business, la seule chance que l'on a pour récupérer le business par rapport à celui qui est déjà en place, c'est justement de maintenir la relation, de comprendre et également de suivre ce qui se passe avec la concurrence. On va être clair, les concurrents font des choses intéressantes, donc c'est de voir comment nous on peut proposer pas la même chose, mais des choses qui soient peut-être différentes, mais arrivant aux mêmes objectifs. Les concurrents font des choses moins bien, donc voir comment nous justement on met en avant ces choses-là. Mais voilà, tout au long de la relation, c'est quelque chose d'important. Et la deuxième chose, c'est comment on arrive aussi à ne pas être aigri par rapport à la décision du client. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mes équipes où effectivement un client qui dit non, c'est compliqué. On a passé du temps, comme tu disais, on s'est préparé, on a tout donné. Le client dit non, on a envie un peu de dire vous avez fait le mauvais choix, vous allez voir, ça va être la cata, etc. Et justement, il faut éviter ça. À un moment donné, comme on dit souvent, le client est roi, et c'est normal, il choisit.
Et en gros, il faut respecter ce choix et justement maintenir la relation quoi qu'il arrive en respectant le choix de façon... Hyper intéressant tout ce que tu viens de dire, j'ai envie de rebondir un peu sur tout, mais quand tu parles du savoir dire non, et en fait, souvent quand on nous dit non ou quand on dit non, c'est le début d'une vente, notamment en prospection, et c'est là où on voit les meilleurs commerciaux qui sortent un peu de leur zone de confort et qui vont essayer de comprendre, qui vont essayer de trouver une douleur, qui vont se mettre à la place de l'autre, et c'est là où des choses se dénouent. Et quand tu parlais de relationnel, en fait, c'est juste hyper important dans votre métier d'entretenir le lien, mais dans tous les métiers sales finalement, parce que on a beau acheter un produit ou un service, à un moment donné, c'est l'humain qui fait la différence. Et ça, c'est vraiment clé. Et quand tu dis aussi le deuxième conseil très intéressant, tu dis ne pas être aigri. En fait, moi, ce que je dis souvent à mes commerciaux, c'est que l'ego ne sert à rien en vente. Effectivement. L'ego ne sert strictement à rien. C'est une des phrases, pas d'ego dans la négo. Voilà, c'est une phrase qu'on répète exactement. assez souvent et qui est important parce qu'effectivement, les relations humaines font que l'ego ressort souvent et c'est un des dangers les plus importants. Alors, à part le produit, bien sûr, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence? Parce que tu disais tout à l'heure que la concurrence ne fait pas tout bien. Concrètement, en vente, qu'est-ce que vous faites mieux que vos petits camarades? Effectivement, on est convaincu que nos produits sont les meilleurs, mais heureusement, on est des commerciaux. Au-delà de ça, on a derrière nous une société, je tiens à le dire, qui est franco-française. Ça peut paraître bizarre, Coca-Cola. La plupart de nos produits sont fabriqués en France, 90%. Et pourquoi je dis ça, c'est que de même que pour le commercial, on a une attache locale, territoriale, régionale à tous les niveaux auprès de nos clients. D'ailleurs, au-delà de nos clients, auprès de des différents stakeholders qu'on peut avoir, qui sont des stakeholders institutionnels, des stakeholders, ça peut être des équipes de foot, etc. Et c'est ça au final qu'on fait bien, qu'on a historiquement bien fait en France. C'est d'ailleurs que la société The Coca-Cola Company fait bien au niveau mondial, et je pense que c'est assez reconnu. C'est la capacité d'être là au plus proche de l'ensemble des clients et voire des consommateurs et de les comprendre. Et c'est ça qui fait un peu, je pense, notre force. Et surtout, c'est notre rôle de leader d'ailleurs, c'est comment on arrive à pousser les lignes, à pousser les limites. Quand on est leader, on peut pas regarder un compétiteur souvent qui fait 2-3 fois moins de chiffre d'affaires que nous et se dire on va faire pareil. On se doit au final d'inventer le futur, de pousser. Et c'est vrai pour le marketing, c'est une des premières marques Coca-Cola qui a mis en avant alors aux États-Unis et ailleurs, mais la lutte contre la ségrégation, du féminisme, etc. Mais c'est vrai aussi pour le commercial, l'organisation commerciale, l'utilisation des technologies avec nos distributeurs ou nos clients. C'est tout ça au final au jour le jour qu'on essaie de redéfinir pour s'assurer qu'on est toujours en lead et qu'on n'est pas en train d'être suiveur pour être maximiser nos chances. Vous jouez la carte de la proximité aussi, j'ai l'impression. Parce que tu me parlais tout à l'heure un peu en off, mais je peux le dire, de la stratégie de l'embouteilleur. Oui, effectivement. Donc c'est comme ça au final qu'on arrive à être présent partout dans le monde et partout en France. C'est cette proximité où en gros on a une grosse société qui est connue de tous, qui on va dire innove dans les produits, donc dans les marques. Et qui fait tout ce qui est publicité télé, etc. Donc on appelle ça The Coca-Cola Company. Mais The Coca-Cola Company, dans la façon dont il travaille dans le monde, en final, accorde des droits pour fabriquer, embouteiller, distribuer, commercialiser ces marques sur un ensemble de sociétés qu'on appelle donc les embouteilleurs et dont je fais partie en France. Et ça permet au final d'avoir une proximité puisque l'embouteilleur, par essence, est une société qui est plus locale que la Coca-Cola Company. Et encore une fois, ça permet d'être plus proche des clients. Ça permet d'être plus proche des attentes de ces clients. Et ça permet aussi d'avoir des structures de vente qui sont totalement différentes en France et dans les autres pays dans le monde. Tant en termes de production finalement que de distribution ou de commercialisation, j'ai l'impression d'avoir une stratégie qui se rapproche un peu de McDo avec le fameux Think Global, Act Local, quoi. Ouais. Au final, même nos produits, alors Coca-Cola est une exception dans le sens où effectivement partout dans le monde on a un produit qui est similaire, on se pose souvent la question, mais sur l'ensemble des autres produits on a des variantes qui effectivement sont différentes d'un environnement à un autre, d'un pays à un autre. Bien sûr. Et donc je dirais même on think local aussi au-delà de global. Ok, top. Est-ce que tu saurais définir ce qui fait l'identité de votre culture sales ? Oui.
Donc la culture sales chez nous, déjà elle se base sur une culture de la société dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a une culture, encore une fois, comme je l'ai dit au début, qui est basée vraiment sur le client, sur la relation commerciale. Okay. Et donc c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que le sales est vraiment, on va dire, au centre et le client est au centre de notre démarche chez Coca-Cola pour la France. Okay. Une fois que j'ai dit ça, c'est quoi la culture sales? C'est déjà le côté humain. C'est-à-dire qu'un des premiers points pour réussir en sales, et en tout cas c'est notre conviction, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes personnes et c'est de s'assurer surtout que ces personnes soient engagées. Okay. Et donc ça passe par le recrutement, la formation et le tracking et le développement de l'engagement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de citations souvent liées à la nouvelle économie, je vais citer Napoléon, ça date un peu, mais qui disait je gagne mes batailles avec le cœur de mes soldats. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a beau avoir la bonne organisation, la bonne stratégie, la bonne vision de là où on veut aller, c'est vraiment dans le cœur et dans l'engagement des gens et des sales notamment que ça se fait. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on suit de manière biannuelle et qui est important pour nous. Donc ça, c'est le premier point, la culture sales, c'est par l'engagement au final de nos collaborateurs, notamment commerciaux. D'accord. La deuxième chose, c'est la culture sales se base sur un paradigme qui est un peu spécifique dans le sens où on est une grosse force de vente et en même temps on essaye d'être au plus proche, encore une fois, de nos clients. Et donc on essaye d'avoir une flexibilité, on appelle chez nous un pouvoir d'agir au niveau local. Donc c'est compliqué. Okay. On n'est pas Netflix où il y a avec le fameux No Rules Rules. Mais on se doit d'avoir des règles. Quand on est 400 personnes, on se doit de définir qui va où, on se doit de définir quel est notre objectif. Après, dans le comment, au-delà du où et du quoi, dans le comment, on pousse en tout cas ce pouvoir d'agir au niveau local, cette capacité que chacun des 400 collaborateurs puissent au final définir comment arriver au mieux à répondre aux besoins d'un client qui est différent par essence entre Marseille, Paris, Lille, un client encore une fois qui est différent entre le milieu de la nuit, le HGMS ou une boulangerie de quartier. Ok, alors tu as parlé recrutement, engagement, formation. Alors vous avez une gamme de produits qui est très large, on a vu un peu plus de 200 produits pour à peu près 10 marques. Tu en as cité quelques-unes, Coca, Monster, Energy, Fuziti, Sprite par exemple. Comment on fait pour former ces commerciaux à une offre aussi étendue et comment on fait pour les former en continu notamment? Alors la chance qu'on a quand même, c'est qu'on a, si je me compare à des sociétés qui vendent et que j'ai approché, alors ça s'appelait Alcatel avant, maintenant ça a changé, mais, on n'est pas dans l'aviation, on n'est pas dans les hautes technologies, donc on a des produits qui sont quand même assez simples, qui sont des produits d'ailleurs où on a de la chance, où les collaborateurs peuvent les connaître, les tester en tant que consommateurs. Donc ça, c'est un peu la première chose qu'on essaye de faire, c'est que d'ailleurs parmi les sales, mais au-delà des sales, parmi tous les collaborateurs, on est des ambassadeurs de nos marques. Et qui dit ambassadeur, c'est-à-dire je connais la marque en tant que consommateur et je peux en parler sans rentrer dans des détails techniques, mais déjà parler de son historique, parler de ce qui en fait un plus, de ce qu'apporte la marque sur le marché. Donc ça, c'est la première chose. C'est avant même d'avoir une formation, on va dire, plus pointue, c'est de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs soient des ambassadeurs. Et chez nous, encore une fois, ça passe par les commerciaux, mais typiquement un opérateur en usine se doit aussi d'être ambassadeur de la marque, puisque quand il est en famille, quand il est avec des amis, quand il peut avoir des discussions, il se doit de pouvoir répondre, de pouvoir parler au final de ce qu'il fait, des marques qu'il contribue à vendre lui aussi. Au-delà de ça, bien sûr, on a des formations. Et là où c'est quelque chose, on va dire, qui peut paraître simple, mais qui est compliqué, c'est que les marques vivent. Les marques vivent déjà dans ce que l'on met dans les produits, mais également dans le marketing que l'on fait, dans le positionnement que l'on fait. Et on est bien au courant qu'une organisation avec beaucoup de personnes met des fois un peu du temps au final à évoluer. Bien sûr. Donc une des grosses
des grands événements que l'on a qui est important en termes d'engagement, mais aussi pour cette formation par rapport aux marques, c'est les conventions. On en a 2 par an. Okay. C'est des événements au final qui rassemblent l'ensemble des équipes commerciales en France et qui permet au final d'avoir un lien entre la stratégie, le marketing d'une part, avec des personnes qui viennent même présenter bien sûr leur marque. C'est les chefs des marques. Eux aussi, ils sont commerciaux en interne, leur stratégie, de ce qu'ils font, et les commerciaux. Ça, c'est déjà un des premiers événements. Et la deuxième chose, c'est que, bien sûr, on utilise les technologies. On a ce qu'on appelle une académie en ligne qui permet en fait à chaque collaborateur de puiser dans cette académie un certain nombre de ressources, que ça soit d'ailleurs sur les marques, mais aussi les techniques de vente ou autres. Et donc ça, c'est aussi important pour s'assurer qu'au fur et à mesure, l'ensemble des collaborateurs soient formés à ce qu'est une marque et surtout ce qu'elle apporte à nos clients. Bien sûr. Et alors, hyper intéressant justement cette académie en ligne, notamment en termes de formation aux techniques de vente. Vos commerciaux, vous les formez sur quoi comme étape du cycle de vente par exemple? Déjà pour revenir, j'ai parlé de l'académie en ligne, on forme les commerciaux avec plusieurs choses. Déjà, on a une école de vente en interne qui est pas en ligne, qui est réelle, parce que en ligne c'est bien, mais on doit s'assurer que bien sûr il y a des formations. Et le geste après à vérifier. Et donc ça c'est la première chose. L'école de vente forme sur les techniques de vente. Et donc non pas sur en gros ce qu'ils vendent en soi, pas sur les marques, mais plutôt sur les techniques de vente. On en parlera, je pense, peut-être tout à l'heure, mais la technique de vente principale que l'on utilise, c'est pas un secret, c'est la CIMAC, qui est dérivée de chez Procter & Gamble à la base. Mais à la fin, c'est surtout l'empathie par rapport au client, la compréhension de ses besoins et comment on peut y répondre. Ça, c'est donc technique de vente, école de vente in situ. La deuxième chose que l'on fait, c'est l'académie dont je vous ai parlé, qui est en ligne. La troisième chose, et presque la plus importante chez nous, c'est le coaching au quotidien. Les managers dont je vous parlais tout à l'heure, leur rôle, un des rôles clés qu'ils ont, c'est d'accompagner les équipes 2 à 3 fois par semaine pour justement, en situation, avec des clients, des vrais clients, à voir comment ça se passe. Pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir donner des exemples, pour pouvoir accompagner le collaborateur tout au long en fait de son parcours, qu'il ait 1 an d'expérience, mais qu'il en ait également 15. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous important, ce coaching au jour le jour, que ce soit sur les techniques, mais également les connaissances justement des marques ou des produits. Ok, top. Alors la période Covid a été compliquée forcément pour vous aussi, et l'annulation de beaucoup d'événements sportifs, notamment auxquels vous êtes souvent associés. Ça a dû forcément vous obliger à revoir certaines méthodes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et surtout, quels bons réflexes et process vous avez gardés aujourd'hui de cette période pas facile, quoi? Alors, effectivement, la période Covid pour nous et puis pour nos clients, je pense à nos clients, a été complexe. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On parlait tout à l'heure du fait de prévoir, de préparer pour négocier. Là, par définition, c'est quelque chose qui est arrivé sans pouvoir être préparé. Ça, c'est réel. Il y a eu 2 impacts pour nous. Il y a toute une frange au final de nos clients qui ont dû fermer. Donc c'est notamment les clients dont je m'occupe qui sont les clients du RHF, du hors foyer. Et c'est comment, et on reparle de quelque chose qu'on a évoqué, c'est comment on arrive toujours à les suivre, à garder le contact avec eux alors même qu'ils ont fermé. Et c'est quelque chose qui est important, qu'on a essayé de faire tout au long du Covid avec nos forces commerciales. On a mis personne, pour être très clair, au chômage technique. L'ensemble des collaborateurs étaient sur le pont sur l'ensemble de la période Covid, notamment pour continuer à échanger avec nos clients, même si à court terme on n'avait rien à vendre puisqu'ils ne pouvaient eux-mêmes, pour la plupart, rien vendre du tout. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui a été apprécié par nos clients puisque c'était quelque chose qui permettait d'apporter une relation humaine, d'apporter quelque chose qui est que oui, on est Coca-Cola, on est là pour vendre, mais au-delà de ça, on a un partenariat, on est là pour garder une relation avec eux. Ah mais c'est hyper intéressant et puis c'est là aussi où tu fais la différence, c'est quand tu vas pas justement tu passes pas forcément pour négocier ou pour voir si tous tes produits sont ok, mais tu viens aussi pour échanger sur d'autres sujets, créer du lien avec la personne et c'est là où tu crées des moments où la personne se souviendra de toi et pas comme quelqu'un qui avait absolument envie de vendre à chaque fois quelque chose, quoi. Et il y a un point moi que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu viens de dire, c'est en fait se souvenir que nos clients sont aussi des prospects d'un autre et d'autres. Donc voilà, c'est du temps investi mais qui est jamais perdu, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, la période Covid, par rapport à ton autre question, c'était une période aussi où on a beaucoup formé nos équipes. Ouais. Ça nous a permis, alors malheureusement à distance par rapport aux problématiques des gestes barrières, mais en tout cas, c'est aussi une période qu'on a mis à contribution là-dessus. Ok. Et le dernier point, la période Covid, ça nous a aidé à potentiellement à réfléchir l'organisation, à réfléchir la façon dont on travaille. Okay. On a vu notamment que contacter à distance des clients, pour certains clients, pour certaines choses, était au final aussi impactant que d'aller les voir physiquement. Par définition, on était obligé de le faire pendant la période Covid, bien sûr. Mais on s'est posé après la question de maintenir cette démarche du fait qu'on voyait que ça fonctionnait. Ça permettait une productivité plus importante et surtout ça répondait à certains clients qui ont des nouveaux usages de communication et préféraient eux également être appelés, être contactés par mail plutôt que d'être visités physiquement. Ok. Alors on parle beaucoup en ce moment de co-création. Comment est-ce qu'on rentre dans une stratégie de co-création avec ses clients quand on en a 300 000 ? C'est une bonne question. Alors, la co-création, en fait, on la travaille déjà sur les produits. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on crée un produit, on le crée pour déjà une réponse aux besoins des consommateurs. Donc ça, c'est pas mon travail, mais en tout cas, c'est quand même important de le dire. Et c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est des consommateurs au niveau local. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont là pour comprendre ce que souhaite un consommateur français et y répondre avec un produit de la façon la mieux possible. Ça, a priori, c'est le cas de tout le monde. La deuxième chose, c'est que au-delà du produit, c'est toute la mise en avant du produit qui est là pour le coup peut être co-créée avec le client. Que je prenne en GMS ou que je prenne sur le hors foyer, d'accord, c'est les mêmes bouteilles de Coca-Cola, pourquoi pas. Mais c'est comment je la présente, comment je la mets en valeur, comment je fais qu'au final, quand je vends à Paris une bouteille dans un café-bar à 5 €, j'arrive à prouver au consommateur que ça vaut les 5 €. Et ça, c'est aussi notre travail d'aider les clients à s'assurer qu'ils puissent créer de la valeur avec nos produits. D'accord. Et quand je dis ça, c'est s'assurer typiquement qu'ils ont une offre qui soit, rentre dans leur ADN à eux. Tous les cafés, les bars ont une ADN qui est la leur sur le type d'aliments qu'ils mettent en place, sur le type d'expérience qu'ils veulent faire vivre à leurs consommateurs et comment nous on s'insère dans cette démarche. C'est pas l'inverse. On n'est pas là pour pousser des choses, on est là pour s'insérer. Et donc, la meilleure exemple, c'est les visibilités que l'on fait, que vous voyez dans les rues sur la marque Coca-Cola. Il y a des visibilités qui sont vraiment faites sur mesure pour tout un tas de clients, une majorité de clients, qui peut permettre d'avoir une visibilité de nos marques, pousser nos marques et donc pousser le chiffre d'affaires de nos clients, mais en reprenant l'ADN, en reprenant les codes du point de vente. Et donc ça, c'est quelque chose qui est ancré chez nous et qui est important également dans le partenariat qu'on a avec nos clients. Ok, et puis c'est aussi quelque part cette flexibilité, cette agilité-là, je vais y arriver, qui doit s'inscrire aussi dans les règles qui sont définies en amont, mais que chaque commercial puisse avoir. C'est le fameux pouvoir d'agir dont on parlait tout à l'heure. Ok, tu me disais également en préparant ce podcast quelque chose de très inspirant. Au-delà d'acronymes qui sont liés aux méthodes de vente, alors tu as parlé du CIMAC. D'ailleurs, le CIMAC, j'aimerais bien que tu le définisses parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs savent ce que c'est. Du SONCAS aussi. Et tu disais, je pense que la clé est tout simplement le développement de l'empathie et savoir se mettre à la place d'eux. Alors, est-ce que l'empathie, ça s'apprend? Déjà, première question. Et deuxième question, est-ce que, comment tu formes tes commerciaux à cette création de lien, à comment je rentre dans la bulle de l'autre? Alors déjà, il ne faut pas confondre l'empathie et la sympathie envers l'autre. C'est deux termes des fois donc l'empathie, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre. Et pour moi, et je pense que c'est le cas quand même, j'espère de beaucoup de commerciaux, c'est la base. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on vend en comprenant au final les besoins et en se mettant dans les pieds de celui qu'on a en face. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça s'apprend? Non. C'est quelque chose pour le coup qu'on doit développer, qui est un soft skill, qui peut être aidé justement par les acronymes dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la CIMAC, le SONCAS sont là que des techniques pour justement faire naître cette empathie chez un commercial. Quand on se demande c'est quoi la situation dans le CIMAC ou dans le SONCAS, à quoi au final celui qui est en face est appétent, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est c'est au final comment on arrive à définir par une technique l'empathie. Même parmi ces techniques, si on n'a pas dans la tête, si on n'a pas dans la démarche s'assurer qu'on se doit
de se mettre à la place de l'autre et on ne doit pas pousser au final nos propres besoins et nos propres objectifs, c'est déjà quelque chose qui est compliqué. La deuxième question, c'était... Non, là, je te demandais ce que ça s'apprend et puis comment tu les formes justement à cette création de lien, à comment je rentre dans la bulle de l'autre. Alors, la formation, justement, ça passe par les techniques dont tu parlais, Simax, Oncas, etc. La formation, ça passe aussi, justement, par cet état d'esprit de se mettre à la place de l'autre. C'est l'état d'esprit même qui, chez nous, Coca-Cola, et au-delà même du commercial, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le client est au centre. On fait tout, on ne n'existe que par les clients. Le chiffre d'affaires à 100%, c'est simple, hein, mais à 100% du chiffre d'affaires est fait par les clients. Donc une fois qu'on se dit ça, le client doit être au centre de tout, que ce soit sur des problématiques d'usine, que ce soit des problématiques legal, que ce soit sur des problématiques commerciales. Et c'est plus un état d'esprit qu'une formation en soi. Ok, hyper intéressant. Et alors, comment tu recrutes tes commerciaux? À quoi tu es particulièrement attentif en recrutement, justement, pour qu'ils cochent ces cases-là d'empathie et de tout ce qu'on a vu tout à l'heure en termes d'engagement, de profils commerciaux? Ce qui est clair, c'est quand on recrute des commerciaux, et je pense que tu le vois également dans l'activité de Up2, il y a beaucoup de commerciaux qui sortent d'école ou qui sortent de certains parcours, justement, qui sont très dans le push, qui sont dans mon produit c'est le meilleur, c'est normal que tu le prennes, et qui essayent pas de comprendre justement et d'avoir cette empathie, qui essayent pas de comprendre aussi l'environnement concurrentiel qui est important à assimiler pour voir qu'est-ce qui est mieux dans nos produits, qu'est-ce qui est également moins bien. À un moment donné, il faut se dire les choses, au moins être clair avec soi-même pour le vendre. Et donc, ce qu'on recherche, c'est cette fameuse empathie et cette fameuse capacité à prendre du recul au final sur la vente et à savoir vendre en ayant conscience du produit, du client, de l'ensemble des stakeholders. Et la deuxième chose, c'est avoir quelqu'un qui a envie. Je parlais du cœur, je parlais de l'engagement tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important. Et après, alors, on verra si l'avenir est vrai, mais si l'avenir nous donne raison, depuis quelques années, on pousse sur des recrutements, pas forcément sur des personnes qui ont été formées au commercial. On se dit que on a la capacité, avec l'école de vente, avec d'autres choses, à recruter des personnes. Ça peut passer d'ailleurs, c'est notre acte de société avec un grand S, mais ça peut passer par des personnes qui viennent de quartiers difficiles, etc. Ça peut passer par des personnes comme moi qui historiquement n'étaient pas des sales. Ça peut passer par des personnes qui souhaitent être en reconversion. Dans mes équipes, j'ai des personnes qui à la base étaient opérateurs en usine. Et on a plutôt, une fois qu'ils ont un engagement, qu'ils ont, on va dire naturellement une empathie, on voit que c'est des profils qui sont intéressants. Parce que justement, c'est des profils qui sont peut-être plus humains pour un client qu'un profil qui est typé sales et qui a, on va dire, une capacité de créer un relationnel, un partenariat à long terme qui est peut-être un peu plus limité. Ouais, et puis au-delà de ça, si tu recrutes des commerciaux qui ont déjà fait la même chose ailleurs, au bout d'un an et demi, 2 ans, ils vont avoir fait le tour et ils vont repartir pour 2 ou 3 000 euros de fixe en plus. Tandis que si tu prends des gens pour qui ça revient, ça reprend une évolution de venir chez toi en termes de complexité de cycle de vente, d'interlocuteurs adressés. En fait, finalement, ils vont rester peut-être un peu plus longtemps parce qu'ils auront moins le sentiment d'avoir fait le tour au bout de quelques mois ou quelques années. Et puis, ils vont aussi 2 fois plus se défoncer parce qu'ils vont être reconnaissants aussi de la confiance qui leur a été donnée. Exactement. Et après, par rapport au leadership et notre besoin de se réinventer, ça passe aussi par ça. C'est qu'à un moment donné, il y a les techniques de vente qu'on abordait tout à l'heure. Et parmi ces profils dont je vous parlais, pour avoir tourné avec la plupart, c'est intéressant parce qu'ils abordent la vente d'une façon différente et qui est une façon qui fonctionne. C'est enrichissant. Et c'est enrichissant, je sens, pour l'ensemble des équipes, pour se remettre en cause, pour définir peut-être des nouvelles façons d'aborder des clients et de pouvoir réussir à les convaincre. Très, très, très bien, très clair. En fait, c'est un peu la stratégie de vos envies comptent autant que vos compétences et qu'on voit de plus en plus dans le recrutement. D'ailleurs, nous, on a sorti le mois dernier notre étude sur l'intégration des commerciaux, donc j'en profite. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager pour bien onboarder ou bien intégrer tes nouveaux commerciaux? Donc, au-delà donc on a une formation dont je parlais tout à l'heure, école de vente, etc. Pour les nouveaux, effectivement, que ce soit d'ailleurs des stagiaires, des alternants ou des nouvelles recrues, on a également un onboarding spécifique, une école de vente spécifique, qui passe déjà par ce côté ambassadeur dont je parlais. Je me répète, mais c'est important, c'est-à-dire que
avant d'être sales et de leur inculquer le besoin et la faculté de vendre, déjà leur inculquer l'envie de vendre, l'envie de comprendre les produits, l'envie d'être ambassadeur, qui est un besoin pour l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, il y a déjà une bonne journée là-dessus qui inclut par exemple la visite des usines, qui inclut des échanges avec des personnes qui sont sales, avec des personnes qui font du marketing, qui font d'autres choses dans la société pour savoir déjà où elles sont. Et ça, c'est quand même important pour nous de pas arriver tout de suite à la case sales égale technique de vente, etc. Bien sûr, d'avoir des personnes qui soient en cohérence avec l'ensemble de l'entreprise. Compréhension globale de l'entreprise. Okay. C'est ça. Et la deuxième chose, et ça repasse par ce que je disais tout à l'heure, on a très clairement des techniques de vente qu'on fait assimiler, etc. Mais notre onboarding, au final, se fait sur une durée de plusieurs mois. Et entre cet onboarding, on a défini ce qu'on appelle des buddies. Donc très clairement des personnes qui justement au-delà de leur rôle de commerciaux souhaitent également partager avec des personnes souvent plus jeunes leur expérience, leur façon de faire et ça permet au final en plus du coaching des managers et en plus des formations on va dire à table, ça permet d'avoir du test et des fois du crash malheureusement, mais c'est comme ça qu'on apprend sur la réalité terrain, sur des clients qui sont prévenus quand même, mais qui sont de ce fait-là aussi peut-être un peu moins intransigeants par rapport au nouveau. Ok, top. Alors je saute un peu du coq à l'âne, mais je vais m'adresser au Johan pluridisciplinaire. Finalement, selon toi, qu'est-ce qui est une machine de vente qui fonctionne bien, qui est optimale? Quels sont les chiffres, les KPI que tu suis, qui te font dire que ta force de vente, elle cartonne en ce moment? Alors, je vais me répéter, mais un des premiers KPIs qu'on suit, nous, qui est pas vraiment un KPIs business, mais qui est le KPIs d'engagement. Encore une fois, c'est en un chiffre, on mesure ça avec un taux d'engagement, on va dire, en un chiffre, tous les 6 mois. Tu disais, c'était tous les 6 mois. Vous avez un outil qui permet de le mesurer? C'est ça. C'est fait comment? Oui, c'est un outil, donc c'est un questionnaire qui est envoyé à l'ensemble des forces de vente, d'ailleurs au-delà des forces de vente à l'ensemble des collaborateurs, mais forces de vente notamment et plus précisément, qui permet de mesurer le taux d'engagement qui est un chiffre, qui permet au final d'avoir une évolution de ce chiffre de manière assez linéaire. Et la deuxième chose qui permet de savoir qu'est-ce qui dans l'engagement est bon et un succès et comment on peut le pousser, mais qu'est-ce qui ne va pas également. Donc ça, c'est un critère qui est pas en soi un critère business, mais qui est un critère qui est quand même important. Et après, on définit les critères business en 3 critères qui sont ce qu'on appelle nous les green, les red et les gold KPIs. Pour être très clair, c'est Coca-Cola, on va dire qu'il l'a inventé il y a quelques années, qui est repris maintenant par pas mal de boîtes dans l'agroalimentaire. Donc les green KPIs, on va commencer par ça, c'est des critères qui définissent le succès dans les moyens qui sont mis à disposition. C'est-à-dire que sur un certain nombre de clients que je dois aller voir, combien je suis allé voir. Sur un certain nombre de pitchs que je dois faire, combien j'en ai fait. Sur un certain nombre de critères, on va dire, de moyens, où j'en suis. Donc ça, c'est important parce que quand on a une grande force de vente, à un moment donné, il faut mesurer aussi les moyens qui sont mis en œuvre pour s'assurer que ça fonctionne bien. Après, on a ce qui s'appelle les red KPIs. Et donc, c'est ce que tu définissais tout à l'heure, c'est tous les KPIs classiques de succès qui sont les conversions de prospects, qui sont la définition de l'évolution du chiffre d'affaires ou des équivalents par client, etc., avec des focus sur certaines choses liées à notre stratégie, que ce soit sur les packs, sur les marques, etc. Et les gold KPIs, si je résume, et c'est aussi important, c'est comment on s'assure que les 3 premiers critères, notamment les red et les green, sont liés à des critères de rémunération. Donc les gold KPIs, c'est au final les incentives. C'est comment on incentive nos forces de vente et quels sont les KPIs d'incentive que l'on met, qui sont forcément normalement liés au red et au green, mais qui par définition des fois sont un peu différents tout de même. Donc c'est vraiment les 4 choses qu'on suit de manière prépondérante, l'engagement, le green, le red et le gold. Et le dernier élément qu'on suit, et on a la chance en agroalimentaire de le suivre comme nos concurrents d'ailleurs, c'est également la satisfaction client. Donc on a des études, Advantage Group pour l'alimentaire par exemple, Ipsos en fait pour leur foyer, où au final nos clients sont interrogés sur qu'est-ce qu'on leur apporte, quels sont nos axes de progrès, et ça aussi c'est un KPI qui est important pour nous que l'on suit. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années et qui vous a fait gagner du temps ou de l'efficacité?
Ce qui est important, c'est d'utiliser effectivement les nouvelles technologies qui sont à notre disposition et très clairement, on voit une envolée de ces technologies à l'heure actuelle. Alors bien sûr, il y a Salesforce, mais au-delà de Salesforce, c'est tous les moyens de communication que l'on peut avoir avec nos clients, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi entre les collaborateurs. Et c'est vraiment sur ces technologies-là, qui sont des technologies d'ailleurs propres, qui ont été intégrées par le groupe en France mais ailleurs, sur lesquelles on s'est attaché le plus possible. Et c'est des technologies d'ailleurs, par ailleurs, qui nous permettent, de communiquer, de créer cette synergie entre l'ensemble des collaborateurs, et de créer aussi d'autant plus cette synergie, ou on va dire ce partenariat avec nos clients. Et donc on a une approche qui est de plus en plus d'omni-contact au final avec nos clients. Ça, c'est une approche qui est basée sur la relation humaine, mais pas que. C'est basé également sur une relation humaine par téléphone, c'est basé sur des relations digitales qui permet au final au client d'avoir de multiples contacts répondant à de multiples besoins qu'il peut avoir. Ok, très intéressant. Quelques dernières questions de fin. Est-ce que tu as 2 ou 3 outils qui changent tout et que tu recommanderais à nos auditeurs ? J'ai eu, on en a parlé tout à l'heure en off, l'occasion d'échanger avec des petites sociétés qui grossissent, notamment la boisson. Et clairement, alors c'est pas pour faire de la pub, mais clairement un outil comme Salesforce, pour moi, est essentiel, même à la base des choses, ne serait-ce que pour structurer une force de vente. Quand on est 1, quand on est 2, quand on est 3, je pense qu'on peut s'en sortir sans. Dès lors qu'on a de multiples personnes pour créer la communication, pour définir où on va, pour définir, et c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, un historique, pour être sûr qu'on ne s'attache pas à la personne, mais qu'on s'attache à vraiment ce que la société a créé comme relation. C'est important d'avoir ce type d'outil et c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose et la deuxième typologie d'outils qui est important pour nous, c'est tout ce que permettent aussi les nouvelles technologies en termes, on en a parlé, de surveille, sur l'engagement, sur les clients, etc. Très clairement, c'était quelque chose qui était plus compliqué avant, alors peut-être pas il y a 2-3 ans, mais il y a 5-10 ans. Bien sûr. Là, on a tous les outils pour définir comment l'ensemble des stakeholders, que ce soit les clients, les collaborateurs et au-delà, peuvent nous juger, comment on s'améliore. Et donc pour nous, c'est ce qu'on appelle le feedback en interne. C'est un élément clair, important, qui est au centre également du management et du management des clients. Et donc ces feedbacks sont d'autant plus facilités avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui sur le marché. Ok, top. J'arrive à mes dernières questions de fin. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? Alors le meilleur conseil, c'est quelque chose qu'on se répète assez souvent chez Coca-Cola. C'est une phrase, je crois, d'Einstein. Alors je la connais pas par cœur, mais tu la connais peut-être. C'est la folie, c'est en gros, la folie, c'est répéter plusieurs fois la même chose en se disant que l'impact ou l'output sera différent. Alors, désolé pour l'approximation, mais, et en gros, c'est quelque chose d'important que nos managements, que ce soit en France ou en Europe, font que de répéter, dans le sens où à un moment donné, si quelque chose ne va pas, avoir le courage de changer, de tester, de se différencier et au final, de pas se reposer sur des lauriers à répéter des choses si on voit que ça ne fonctionne pas. Ok, hyper intéressant. Et alors, qu'est-ce que tu dirais peut-être aux jeunes sortis d'école de commerce qui quand il est sorti à 20 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire sur ce que tu as appris de la vente ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Je trouve que les métiers de la vente, déjà, ça s'apprête bien sur une sortie d'école, pour être très clair. Malheureusement, moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai fait mes stages, mes premières expériences, comme tu le disais, plutôt en finance ou en conseil. Or, si je pouvais me parler à 20 ans, un des premiers conseils que j'aurais, c'est effectivement ça. C'est aller sur des métiers de vente. Pourquoi pas pour commencer, parce qu'on est à la base au final de n'importe quel business. On est en relation avec un client. On comprend au final cette importance d'empathie, cette relation qui est clé pour n'importe quelle société. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Et la deuxième chose, et ça revient avec la phrase dont je parlais avant, c'est oser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi pas changer de fusil d'épaule, toujours tester, innover. Et chacun à son niveau, en tout cas c'est ce qu'on essaye d'insuffler chez nous, on est en capacité de le faire et donc ne pas forcément répliquer ou juste appliquer une technique qui aurait été assimilée.
Ok. Dernière question, est-ce que tu as, je sais pas, un livre ou une recommandation, un outil à recommander à nos auditeurs? Les livres, c'est deux livres qui sont en lien avec tout ce que j'ai dit avant. Hein. Il y a un livre qui est d'un ancien consultant qui travaillait avec nous chez Carnet où j'étais, alors le titre est un peu rigolo, hein, c'est The Strategy and the Fat Smoker. Ok. Le titre veut bien dire la chose, c'est en gros, c'est de se dire que il y a la stratégie, il y a surtout l'envie de changer les choses. En gros, ça reprend le thème de, je pense que 90% des gens qui fument souhaitent arrêter et savent qu'il faut arrêter, ou 90% des fumeurs. Et donc, c'est de se dire la stratégie, la vision, beaucoup de gens l'ont de ce qu'il faut faire, mais c'est de se forcer à le faire, à tester, à innover, à pousser les lignes. Et ça, c'est quelque chose, alors on n'a peut-être pas besoin d'un livre entier pour l'apprendre, mais c'est quelque chose qui est important. Et il y a beaucoup d'exemples qui montrent justement que beaucoup de sociétés, soit ont réussi, soit au contraire n'ont pas réussi, non pas parce qu'ils n'avaient pas une clairvoyance sur là où ils devaient aller, mais parce qu'en fait, par rapport à cette clairvoyance, ils n'ont pas eu à un moment donné l'envie, la détermination, ou la détermination de changer les choses. Ok. Et la deuxième chose, c'est No Rules Rules. Donc ça, je pense que tu connais, qui est le fondateur de Netflix. Clairement, on peut pas appliquer ces règles-là dans notre univers et dans notre business. On n'est pas sur uniquement une société basée sur on va dire des jeunes diplômés, etc. Mais je pense que c'est intéressant dans n'importe quelle société de toujours avoir cet esprit de se dire il y a des règles, il y a des choses qui doivent être définies et à un moment donné, pour être local, pour répondre au mieux aux clients, on se doit d'avoir, chez nous on appelle ça pouvoir d'agir, mais on se doit d'avoir quelque chose qui nous permette au local de pouvoir répondre au mieux aux personnes. Ok, top. Eh ben écoute, Johan, on arrive au bout. Merci beaucoup pour tes bons conseils, pour ton temps, et puis tout ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes à la fois de négociation et puis de bon sens commercial, de mécanique, de méthode de vente. Merci à toi et heureux d'avoir pu parler du groupe et surtout de ses collaborateurs, de ce que l'on fait et de ce que l'on pousse au jour le jour. Eh ben top. Merci beaucoup, Johan, et vive la vente. Merci, au revoir. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn.